Bonjour, je vous remercie de m'avoir associé pour présenter la situation épidémiologique et les nouveautés Covid-19 pour les enseignants du gouvernorat de Monastir. Comme introduction, donc ce nouveau virus qui est un virus ARN, c'est un nouveau virus qui a succédé plusieurs autres, qui a entraîné une épidémie, puis une pandémie, qui n'ont fait que succéder à plusieurs autres pandémies, telles que celle qui a fait beaucoup de ravages et beaucoup de décès, c'est celle de l'épidémie espagnole liée au virus H1N1 en 1918. Il y a eu autres épidémies telles que l'épidémie H2N2 qui est la grippe asiatique, et puis la grippe, un troisième type de virus qui a fait le H3N3, la grippe, qui a entraîné 2 millions de décès. Et dernièrement, en 2009, nous avons vu le dernier mutant de H1N1 qui a entraîné 0,5 millions de décès. Ces grippes, ces différents types de pandémies et d'épidémies, telles que celle de virus H1N1 qui a fait beaucoup de ravages en 1918, ce sont des épidémies et des pandémies qui se sont succédées et qui sont connues par toutes les populations. Donc, nous sommes confrontés ces derniers jours à un nouveau virus qui n'est autre que le Covid-19 qui a succédé le MERS, l'Ebola, le SARS et différents types et surtout le virus du HIV qui a entraîné 35 millions de décès depuis les années 80. Donc, comment on va décrire cette épidémie qui est devenue une pandémie? Donc, on sait tous qu'elle a commencé à Wuhan et qu'elle s'est propagée partout dans le monde et que l'OMS, après sa propagation dans différents pays, l'a déclarée comme pandémie. Et depuis, nous sommes confrontés à la propagation et la contagiosité de ce virus. En effet, de nos jours, il y a eu 87 millions de cas qui sont déclarés dans le monde, avec 1 million, presque 2 millions de décès dans le monde. Et le nombre de cas testés positifs est à peu près 87 millions de cas testés positifs et à peu près 2 millions de décès. Et on voit sur cette carte que la répartition de nombre de cas testés positifs est différente d'un pays à un autre. En effet, la Russie, les pays européens et l'Amérique, l'Afrique du Sud, ce sont des pays où le nombre de cas testés positifs est très important. En Tunisie, on a 2000 cas qui sont qui sont testés, 154 000 cas confirmés. Le 11, le 9-1 2021, il y a eu 2000 nouveaux cas, 2600 nouveaux cas. Avec, jusqu'à maintenant, nous sommes arrivés à 5108 décès. Donc, ces 154 000 cas confirmés représentent les cas qui sont testés. Donc, nous savons tous qu'à partir d'une certaine date, la stratégie en Tunisie ne consiste plus à dépister tous les cas, mais à tester et faire le diagnostic des cas. C'est-à-dire, à partir d'une date, à partir du mois d'octobre, on ne fait que le test du SARS-CoV-2 que pour le RT-PCR, que pour les cas qui sont symptomatiques. Donc, le nombre de cas déclarés depuis octobre 2020 est sous-estimé vu que les cas asymptomatiques ne sont pas testés, ne sont pas détectés et ces cas qui sont asymptomatiques non détectés représentent 48% des cas de l'infection Covid. Donc, les 154 000 cas confirmés, c'est un nombre sous-estimé, mais qui nous donne une idée sur la vitesse de propagation de ce virus. En effet, cette courbe cumulée montre que le nombre de cas au fil du temps est en train d'augmenter. D'autre part,
nous avons 5000 cas de décès. Nous avons de même 5000 cas de décès et nous remarquons que le nombre de cas de décès évalue d'une façon rapide et qui est parallèle à celle du nombre de cas. Donc plus on a un nombre de cas confirmés, plus on aura le nombre de décès qui sera plus important. L'incidence, c'est le nombre de cas rapportés par rapport à la population. Donc, si on dit on a 6 cas, 10 cas, ce n'est pas très explicite. On veut expliquer encore plus ces chiffres en fonction de la population. Donc, le 9 janvier, nous avons 131 cas testés positifs pour 10 000 habitants. C'est-à-dire, pour 10 000 habitants, quel que soit leur âge, nous avons 131 cas testés en Tunisie. Et pour 10 000 habitants, nous avons 4 décès déclarés Covid positifs. Donc ainsi, le taux de cas actifs, le taux d'incidence des cas actifs, il a évolué au fil du temps, puisque le nombre de cas augmente au fil du temps, le nombre de nouveaux cas augmente et le dénominateur est le même. Donc ce taux d'incidence évolue d'une façon progressive vers la hausse. Ce taux a atteint 35 000 pour 100 000, pour 10 000 habitants en janvier 2021. Le taux d'incidence cumulé, donc si on fait la somme de tous les cas qui ont fait les tests positifs, qui sont déclarés positifs, c'est ce nombre de cas, si on le rapporte par rapport à la population tunisienne, nous allons trouver que plus de 14 cas pour 1000 habitants ont été détectés positifs pour le Covid, c'est-à-dire à peu près plus d'un sujet pour 100 habitants. Ainsi, plus d'un Tunisien parmi 100 a été diagnostiqué positif pour le SARS-CoV-2. Ce nombre de cas qui augmente, bien sûr, va entraîner une augmentation des hospitalisations et c'est le point le plus important. Si cette pathologie n'était pas aussi grave, on n'aurait pas fait tous ces acharnements de procédures pour éviter la propagation de ce virus. Donc ainsi, le nombre d'hospitalisations pour le SARS-CoV-2 a augmenté au fil du temps, de même le nombre de cas intubés. Donc le nombre d'hospitalisations liées au SARS-CoV-2 passé de 221 en septembre 2020 à plus de 1900 hospitalisations en janvier. Donc cette croissance est très importante, elle est significative et la corrélation entre le nombre d'hospitalisations et la durée elle est assez importante, très élevée. Alors que le nombre de sujets intubés a passé de 31 en septembre à 128 en janvier, et de même, le nombre de cas intubés augmente d'une façon significative, mais on remarque que cette augmentation du cas intubés n'est pas corrélée à l'augmentation du nombre de cas d'hospitalisation, vu les limites de lits en réanimation. Donc les sujets peuvent arriver à décéder sans pouvoir entrer en réanimation et être intubés. Donc c'est ce qui cette figure montre la gravité de la situation et la nécessité de diminuer ce nombre d'hospitalisés, bien sûr, et en amont diminuer le nombre de nouveaux cas afin de diminuer le nombre d'hospitalisations, afin de pouvoir intuber tous les cas qui nécessitent une intubation. À Monastir, le nombre de cas il augmente d'une façon similaire comme celle de la Tunisie. Donc, une contamination communautaire a commencé d'une façon assez importante à partir du 15 septembre. Donc, on voit que la courbe a commencé à augmenter. Ce sont des cas importés, puis les cas communautaires ont été déclarés à partir du 15 septembre. Le nombre de nouveaux cas dépassé 100 par jour en octobre. On a eu un pic en octobre et on a eu d'autres pics en janvier 2021.
De même, le nombre de cas rapportés par rapport à la population de Monastir donc avait donné que l'incidence moyenne des cas actifs était de 30 nouveaux cas par jour pour 100 000 habitants et que l'incidence cumulée a atteint 14,6 pour 1000 habitants en janvier 2021 et ces valeurs sont équivalentes exactes presque aux valeurs nationales. Quels sont les patients qui sont atteints ou qui sont diagnostiqués SARS-CoV-2, atteints du virus, infectés par le virus SARS-CoV-2. La majorité de ces sujets sont les sujets jeunes entre 19 et 39 ans, ça représente 41%. Les sujets de plus de 60 ans, entre 60 et 75, ça représente 14,8% des sujets qui sont infectés et 3,9% des sujets infectés sont âgés de plus de 76 ans. La répartition, et on connaît que l'âge est le plus important, donc les sujets de plus de 60 ans représentent les formes les plus graves de ce virus, de cette infection. La répartition entre les hommes et les femmes, elle est équitable et équivalente à Monastir comme celle en Tunisie. Comment cette épidémie va évoluer? Donc, il y a des mesures, donc ce sont les taux d'augmentation. Donc, l'augmentation en Tunisie, elle est de 19,7%. On a vu que les courbes sont en ascension. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des actions strictes et tous les confinements, et toutes les mesures qui ont été prises ont été réalisées pour minimiser la progression du virus et minimiser cette augmentation qui est alarmante de 19,7%. Comment expliquer la propagation du virus? Donc, pour toute pathologie infectieuse, il y a ce qu'on appelle le modèle épidémiologique. Il y a un agent, on doit comprendre quelles sont ses caractéristiques épidémiologiques. Il y a un environnement qui va favoriser que cet agent va se disperser dans la nature. Et il y a un hôte qui va être vulnérable à ce virus. Et ce virus va entraîner des dégâts. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de regrettés. On a beaucoup de personnes qui sont décédées, qui nous sont chères. Et je cite mon ami Mouaz Sharif, qui est un médecin, qui est le président de l'association de médecine de famille à Monastir, qu'on regrette et تمنيو إنه ربي يرحم. Donc, pour cet agent SARS-CoV-2, comment on va expliquer ce triangle agent-environnement-hôte? Quel est ce virus SARS-CoV-2? C'est un virus de forme ellipsoïdale qui a un diamètre de 64 nanomètres. Il a une enveloppe sous forme de couronne, c'est pour ça qu'on l'appelle un virus couronné. Il a des protéines de pointe qui donnent l'aspect caractéristique du virus. Ce sont des spike protéines. Le nombre de copies des protéines de pointe est 10 fois plus élevé que le virus de la grippe. Il est comparable au virus du VIH. Donc, ces protéines ont une très grande activité. Les pointes peuvent tourner librement le long de la tige. C'est une caractéristique du virus. Son ARN est rempli de ribonucléoprotéines et dans la lumière du virus, chaque particule contenant environ 30 à 35 ribonucléoprotéines. Ce virus, il est de la famille des les nidovirales, donc c'est le coronaviridé, et ce coronaviridé a plusieurs arborisations pour donner enfin les bêta-coronavirus, et ces bêta-coronavirus, il y en a le type C qui est le MERS-CoV et le type B qui est le SARS-CoV. Donc, c'est un schéma qui nous donne la classification de ce virus et que ce virus est un virus qui existe dans la nature et qui n'a pas été fabriqué. Donc, c'est un virus zoonotique, c'est-à-dire qui vient de l'animal. Donc, il y a des animaux qui sont porteurs du virus. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup attaqué certains animaux, tels que la chauve-souris, etc., comme étant les hôtes ou bien les réservoirs de ce virus.
a la capacité de transmettre dans des aérosols aéroportés de l'animal à l'homme et entre les humains. Donc, un animal peut donc ces aérosols qui sortent de l'animal peuvent être, c'est pour ça qu'il faut éviter des animaux qu'on ne connaît pas et des animaux qui ne sont pas domestiques, puisqu'ils peuvent nous donner de nouveaux virus dont l'homme ne connaît pas et qui peuvent être à l'origine de grands dégâts comme celle du SARS-CoV-2. Les animaux et les oiseaux identifiés comme réservoirs de ce virus sont les chameaux, les porcs, les dindes, les souris, les chiens, les chauves-souris, les chats et les autres. Et le chauve-souris est le vecteur le plus connu d'infection humaine, c'est lui qui transmet ce SARS-CoV-2. La maladie par l'infection liée au SARS-CoV-2, ça s'appelle le Covid-19, et la troisième pandémie du coronavirus qui s'est avérée être le plus meurtrier parmi toutes les pandémies précédentes. Comment on va évoluer, comment on va dire que ce virus est grave ou il n'est pas grave. Il y a différents critères qui vont nous permettre d'identifier si le virus est grave ou pas. Le premier critère, c'est ce qu'on appelle la contagiosité. Le deuxième critère, c'est la pathogénicité. Et le troisième critère, c'est la virulence. La contagiosité, c'est la capacité de ce virus de passer d'une personne à une autre. Cette contagiosité, elle est mesurée par ce qu'on appelle le taux d'attaque. Le taux d'attaque, c'est le nombre de malades sur le nombre de personnes à risque. C'est-à-dire la population qui existe dans une salle, s'il y a un sujet malade, ce sujet, combien il va contaminer parmi la population qui existe dans cette salle. Ainsi, on parle si on a 10 personnes et un sujet malade, et le lendemain, parmi ces 10 personnes, ou dans 2 semaines, suite à la période d'incubation, on va trouver que parmi ces 10, il y a 5 personnes, c'est-à-dire qu'on a 5 parmi 10, donc le taux d'attaque, il est à peu près de 50%, donc le taux est très élevé. Si parmi ces 10, il n'y en a qu'un autre qui est malade, donc on va dire que le taux d'attaque est de 10%. Donc, la population à risque, c'est une population saine qui va être exposée au virus par un sujet malade et ce taux d'attaque va nous donner une idée sur la contagiosité du virus. Cette contagiosité dépend de plusieurs autres facteurs. La pathogénicité, c'est parmi les sujets qui sont infectés, qui ont le virus, combien nous aurons de sujets qui vont tomber malades, qui vont développer des symptômes, tels que la toux, tels que la fièvre, etc. La virulence, elle influence la sévérité de la maladie. Parmi ces sujets malades, combien de sujets vont présenter des complications? Combien de sujets vont présenter, par exemple, une obstruction des artères pulmonaires, donc c'est ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire, etc. Parmi les sujets malades infectés. Parmi ces sujets, il y en a ceux qui vont mourir. À partir de cette mortalité, nous pouvons dégager 2 indicateurs. Le premier, c'est la létalité, c'est le nombre de personnes infectées, malades, décédées parmi les sujets malades. Le taux de mortalité, c'est le nombre de décès parmi les personnes à risque. On va revenir au premier dénominateur. Ces 3 indicateurs sont les indicateurs les plus importants qui vont nous dire si le virus est grave ou pas. Donc, par rapport à la contagiosité, donc, il y a plusieurs niveaux sur le plan national, comment on va identifier, comment on caractérise ce virus. Donc, par le taux de dépistage, c'est le nombre de sujets testés par million d'habitants, le taux de positivité, parmi les sujets pour lesquels on fait le test, combien il y a de sujets positifs, le taux d'incidence, le taux de mortalité et le taux de létalité. Donc, je vais revenir à la contagiosité qu'on mesure par ce qu'on appelle par le R0, le nombre de reproductions de base R0 du Covid-19. Si ce R0 est égal à 2, c'est-à-dire qu'un sujet malade va infecter 2 sujets. Ces 2 sujets vont de leur part infecter chacun 2 sujets.
et chacun va infecter deux autres. C'est pour ça qu'on voit que la courbe d'incidence, c'est une courbe qui augmente avec le temps. C'est-à-dire, on va partir d'un sujet, au bout d'un temps T, nous allons avoir 36 sujets qui sont malades, et c'est pour ça que c'est grave. On fait ces barrières afin d'éviter que l'infection, le nombre de cas augmente, bien sûr, ce qui va entraîner une augmentation du nombre de cas graves. On peut penser, on peut prétendre combien de sujets nous aurons si un sujet infecte 3, si un sujet infecte 4, donc dans un temps T, et nous avons vu que dans le sud, un seul sujet a pu infecter 72 sujets en montant dans la chaîne de transmission. Donc, c'est ce qu'on craint. Donc, ce sont deux sujets malades dans une population qui ont entraîné un grand nombre de sujets qui sont devenus malades. Et c'est la contagiosité qui est très, très importante par rapport au virus SARS-CoV-2 et par rapport au virus mutant britannique qui a montré qu'il a une contagiosité très importante. Donc, plusieurs études, une étude en Mexique a montré que le R0 peut arriver jusqu'à 4,3. C'est-à-dire, un sujet malade peut infecter 4 sujets qui sont en contact de ce sujet-là, donc ce qui montre la grande contagiosité de ce virus. On va passer à un autre élément, c'est donc je vais revenir, si vous permettez, aux autres éléments par rapport au virus, au taux de contagiosité. Donc on a vu que ce virus est très contagieux. On a vu que sa pathogénicité elle est égale à 52%, c'est-à-dire que la moitié des sujets qui sont malades, qui sont infectés, presque ne présentent pas de symptômes. C'est très important. Donc, un sujet qui n'a pas de symptômes, qui se dit non malade, peut contaminer d'autres personnes et ces personnes peuvent ne pas être non symptomatiques, mais être symptomatiques. Donc, un jeune qui peut porter le virus peut contaminer ses parents peuvent contaminer leurs parents, et ces sujets âgés peuvent avoir des formes graves. Donc, la contagiosité du virus, on a vu qu'elle est très grave. La pathogénicité, elle est 50-50. Donc, il y a les moitiés qui vont être présenter des symptômes et les moitiés qui ne vont pas présenter des symptômes. La virulence, parmi les sujets malades, il n'y a que 3% des cas qui décèdent. Donc, c'est important de prendre en considération que plus le nombre de cas infectés est important, plus le nombre de cas malades est important, plus le nombre de cas graves est important. C'est pour ça, si on agit au niveau de la contagiosité, on va freiner les deux autres caractéristiques du virus. On passe à l'environnement. Bien sûr, l'environnement, si les sujets ne portent pas de masque, si les sujets vont dans des mariages, donc chaque fois qu'un sujet parle, donc il va émettre des gouttelettes et ces gouttelettes vont se disperser dans l'environnement et bien sûr, cette dispersion de ces gouttelettes dans l'environnement vont être captées par les mains des autres sujets qui vont les porter à leur bouche ou à leur nez et ainsi le virus entre d'une personne à une autre. Donc, il y a une transmission interhumaine qui est très très importante et cette transmission, elle est très encouragée par ce qu'on appelle la promixité. Donc, dans une école, dans une classe, si les sujets s'agglutinent les uns auprès des autres et s'ils parlent, bien sûr, les gouttelettes de l'un vont passer à l'autre et il va avoir le virus. Donc, cette transmission par gouttelette, il y a une transmission aérienne qui est de plus en plus évidente. Donc, le virus circule dans l'air. Et si le virus circule dans l'air et on ne porte pas de masque, ce virus peut passer
dans les narines des sujets quand ils respirent. Bien sûr, il peut rester sur les surfaces souillées par le virus et on peut le porter en touchant des produits infectés. Donc, il y a ce qu'on appelle le réservoir de germes, la porte de sortie qui est les gouttelettes, la transmission par les gouttelettes, la porte d'entrée c'est le nez ou la bouche et bien sûr l'hôte qui va tomber malade c'est l'homme. Donc, on peut dire, il y a plusieurs études par rapport à l'analyse du SARS-CoV-2. Ces études ont montré qu'il peut persister pendant au moins 14 jours dans des températures réfrigérées de 4 degrés. Donc, s'il fait froid, c'est que ce virus peut rester 14 jours chez vous s'il fait froid ou dans votre jardin, si la température est basse. Il peut persister jusqu'à 2 jours à 37 degrés Celsius et 5 minutes à 70 degrés Celsius. Le SARS-CoV-2 a survécu sur les couches internes et externes des masques chirurgicaux pendant 4 à 7 jours. C'est pour ça qu'on doit changer les masques et on doit les laver. Maintenant, de nos jours, avec la nouvelle variante le nouveau variant du virus, nous devons utiliser même 2 masques afin d'éviter son passage puisqu'il est très contagieux. Donc ce SARS-CoV-2 a survécu pendant 1 jour sur du carton et du bois et du tissu. Il a survécu 2 jours sur billets de banque en papier. Donc ainsi, les sujets infectés, si ces sujets ne portent pas de masque, s'ils vont saluer les gens, s'ils ne portent bien sûr pas de masque, s'ils touchent n'importe quoi et n'importe comment, donc bien sûr, ils vont avoir des conséquences, qu'il y a des sujets qui vont être malades par rapport à ces sujets. La solution, c'est le port de masque et le port correct de masque. Ainsi, comment on va dire qu'il y a un contact étroit? Comment on va dire qu'un sujet peut contaminer un autre? Donc, un contact étroit, c'est toute personne qui a partagé le même environnement clos, donc lieu de travail, la salle de classe, le lieu d'hébergement, les rassemblements, la salle d'attente, les moyens de transport, avec un cas confirmé pendant une période de plus de 15 minutes, avec une distance inférieure à 1,5 m sans protection individuelle adéquate. Donc, même environnement clos, sakar, avec un cas confirmé, plus de 15 minutes, une distance inférieure à 1,5 m, sans protection individuelle adéquate. Il peut porter un masque, mais son nez qui est libre, donc le masque elle est basse, elle est en bas, donc ce n'est pas une protection. Donc l'hôte, on va voir l'hôte. 48% des sujets sont asymptomatiques dans notre étude. L'étude mexicaine avait montré que 14,7 sont asymptomatiques. Comment ces sujets deviennent asymptomatiques? Chaque maladie, il y a plusieurs phases dans chaque maladie. La phase d'incubation, c'est la période où le moment où le virus va se multiplier dans notre corps. Dans ce temps, on n'a aucun symptôme. Et puis quelques prodromes vont apparaître, c'est-à-dire on passe d'un, 2 virus à 1000 virus dans notre corps. Dans ce cas, il y aura ce qu'on appelle des prodromes, une petite fièvre, une petite asthénie. Et puis vient la phase clinique, c'est-à-dire les manifestations propres au virus qui sont les symptômes de la maladie. Dans ce cas, le nombre de virus est par des millions dans notre corps. Et puis, les défenses vont apparaître, le sujet va développer son immunité et va tuer le virus et le sujet va redevenir normal après un certain temps. Donc, c'est le cas normal. Parfois, on parle de gradient élevé, c'est-à-dire toutes les maladies ne se manifestent pas de la même façon. La rougeole, le hasba, tout sujet qui a le virus va développer des symptômes qui sont équivalents. Alors que celui qui tombe malade par la poliomyélite, c'est une maladie qui existait avant la vaccination, tous les sujets qui ont le virus de la polio ne sont pas paralysés. C'est-à-dire, il y a des cas qui ont le virus, mais qui ne développent pas la paralysie flasque aiguë. Donc, dans ce cas, on parle d'un gradient
d'un gradient élevé, c'est-à-dire tous les sujets ne développent pas la maladie de la même façon. Exactement ce qui s'est passé pour le SARS-CoV-2. Donc 48% des sujets n'ont aucun symptôme. Il y en a d'autres qui peuvent avoir une petite fièvre, d'autres une petite courbature, d'autres une toux. Donc ça dépend de la localisation du virus et de la grande infection d'un organe qui va entraîner des symptômes ou autres. Ainsi, les symptômes les plus caractéristiques sont les symptômes respiratoires, la fièvre, les frissons, l'asthénie, les céphalées, c'est ce qu'on appelle l'arthromyalgie, une douleur musculaire, l'anosmie et la gausie. Donc, je vais passer par rapport aux définitions des cas probables, définition d'un cas de réinfection. Il ne faut pas oublier qu'il y a des cas qui sont réinfectés, et la majorité, ce sont des cas qui ont développé une petite infection la première fois, donc ils n'ont pas développé assez d'anticorps pour qu'ils les protègent contre une deuxième infection. Et c'est ce développement des anticorps, on voit qu'il y a beaucoup de sujets qui ont développé l'immunité et d'autres qui ne l'ont pas développée. Ici, ça montre que les anticorps existent chez les sujets qui ont été malades et que ce taux d'anticorps, il est à peu près pour les anticorps et type IgG, que ça arrive jusqu'à 235 jours. Pour les IgA, l'immunité arrive jusqu'à 627 jours. Donc, il y a plusieurs variantes, plusieurs mutants. Comme on a vu au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, il y a plusieurs types de variants qui sont en train d'être déclarés. C'est pour ça qu'on doit faire beaucoup d'attention. Et c'est pour ça que ce qui va nous permettre de dépasser cette pandémie, c'est la vaccination, bien sûr, qui est une prévention primaire, le meilleur moyen de prévention primaire, le port de masque, la distanciation et le lavage des mains, bien sûr, et l'hygiène corporelle. C'est quoi la vaccination? Donc, ce vaccin qui a été élaboré par les industries pharmaceutiques, il a été publié dans un journal qui est de très haute qualité, dans le New England Journal. Donc, ils ont pris 18 000 sujets où le vaccin a été administré et 18 000 sujets où un placebo, c'est-à-dire lui ont donné du sérum physiologique. La population qui a pris le vaccin et l'autre qui a pris le placebo sont équivalents en tout point et ont les mêmes caractéristiques, même âge, même sexe, même poids, etc. Et les résultats, ça a montré que les sujets qui ont eu le vaccin, ce vaccin a entraîné une diminution de l'infection, le taux d'infection chez les sujets qui ont eu le vaccin est significativement différent des sujets qui n'ont pas eu le vaccin. Et cette immunité, cette différence n'a été vue qu'à partir du 12e jour, c'est-à-dire les sujets qui vont recevoir le vaccin doivent maintenir beaucoup des moyens d'hygiène, doivent porter leur masque, la distanciation sociale, et ne doivent pas éviter ces moyens physiques qui sont très importants parce que l'immunité ne va commencer qu'à partir de la deuxième semaine. En plus de ça, il faut qu'il y ait une dose de rappel pour maintenir cette immunité. Donc, les effets indésirables étaient équivalents aussi bien chez les sujets qui ont eu le placebo que chez les sujets qui ont eu le vaccin, sauf pour quelques effets indésirables pour les sujets âgés. Je vous remercie pour votre attention.